sur le canap, 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 canap. Bonsoir, bonsoir, comment tu vas ce soir? Comment tu vas, comment tu vas, comment tu vas? Donc on se retrouve ce soir pour un bavardage sur le canap, 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 canap. On se retrouve depuis un moment déjà sur bavardage sur le canap pour parler notamment de Netflix, Prime, des séries et tout ça, voir des films que j'ai vus dessus. Évidemment tous les films que j'ai vus à la télé par rapport à ma série 5 films à voir cette semaine à la télé, j'en parle dans cette série là, donc je vais me concentrer un peu plus sur les séries, voir les films que j'ai pu voir récemment sur Prime et Netflix. Alors je dois bien t'avouer que Prime, j'ai un peu déserté Prime tout à l'heure quand même. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc ça s'allume, ça chauffe. Bavardage, bavardage sur le canap, 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 canap. Donc on va commencer avec Netflix et tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Je dois parler d'une série qui était dans mon top 10 des séries qui m'avaient le plus marqué, mais dont je n'avais pas vu la dernière saison, à un moment donné je savais pas trop où ça allait. C'est la série Lost, où à un moment donné, comme beaucoup de monde, les gens, déjà la série 4, la saison 4 et la saison 5, ça partait un peu comme ça, un peu n'importe où je trouvais. À part peut-être 2-3 épisodes intéressants avec Desmond. Avec Desmond, les épisodes étaient vraiment très intéressants. Cette histoire de voyage temporel, tu sais. Mais mis à part ça, c'est vrai que à un moment donné, j'ai fait stop. Le début de la saison, la dernière saison, j'ai fait stop. Et je sais pourquoi j'ai fait stop. Donc là, je me suis rematé l'intégrale. J'ai autant été hypé par les 3 premières saisons que la première fois. Il y a plein de trucs dont je me souvenais même plus. Dont des choses très importantes en fait. On me dit merde, je me rappelais plus de ça. Oh la vache, comment ça c'est que je me rappelais plus de ça quoi. C'était assez violent quoi. Et en fait, à partir de la saison 4, puis la saison 5, là, je me suis rendu compte, ouais, je commence à comprendre pourquoi mon désintérêt a commencé à se faire plus intense, parce que là, il m'est arrivé un peu la même chose. J'ai même eu beaucoup de mal à terminer Lost, encore une fois, mais j'ai terminé. Et j'ai vu la dernière saison, et effectivement, ils savaient pas du tout où ils allaient avec Lost. Ils savaient pas du tout où ils allaient avec Lost. Je pense qu'ils auraient dû vraiment terminer Lost. Fin de saison 3. Fin de saison 3, ils auraient dû vraiment terminer Lost. Parce que je trouve qu'après, c'est pas utile, c'est pas intéressant. Et vu comment ils terminent ça, je trouve ça totalement ridicule. Alors est-ce que je dois spoiler, pas spoiler? Non, moi je vais pas spoiler, mais on va nous faire croire que le grand méchant c'est un gars en particulier. Alors que finalement ce gars-là, il a une volonté finalement de se libérer, libérer d'une mère finalement qui n'était pas sa mère et qui a abominablement tué sa vraie mère avec l'autre crétin, son frère qui est le neuneu de service. Le neuneu de service qui d'une certaine manière est responsable de l'île mais qu'on voit jamais, qui s'occupe de rien et qu'on n'a rien à battre. Et à un moment donné on va nous faire croire que le méchant c'était le diable absolu, c'était l'autre. À un moment donné je dis bah déjà c'est pas le diable absolu. À ce que je vois, en plus je trouve son combat légitime. Et de toute façon c'est totalement débile. C'est totalement débile. Son existence à lui, comme son frère, comme cette mère là qui a fait des horreurs. Tout ça c'est débile. Tout ça c'est débile, c'est nul à chier quoi. C'est nul à chier, ils se sont arrêtés sur un pan de la magie qui tourne autour de l'île. Sur ces débiles, voilà, sur ces abrutis finis. Parce que quand on vient à tuer une femme qui vient d'accoucher,
à coups de pierre. C'est dire, à un moment donné, pour leur voler ces gamins, pour en faire des débiles aussi. À un moment donné, oui, des débiles, parce que quand on vient à tuer, à faire des abominations comme ça, sous prétexte de protéger une île qui serait peut-être tellement magique que si ça se détraquait, c'est toute la Terre qui finira en freestyle. Bon, c'est tellement confus. Même si c'est confus, je sais très bien où ils allaient. Sauf qu'ils allaient n'importe comment. Ils allaient droit dans le mur. Dès la saison 4, ça allait droit dans le mur. Saison 5, ça a continué. Saison 6, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est dommage, même si la dernière saison, bah t'es triste et à la fois t'es content. Les derniers épisodes, les derniers flashbacks, qui sont pas des flashbacks, mais tu te dis, bon, c'est vachement tiré par les cheveux en fait. Tu sens très bien que le dernier épisode, on cherche à t'expliquer pourquoi on voyait comme un monde parallèle à un moment donné. On cherche à t'expliquer le pourquoi du comment, mais en fait, quand c'est totalement tiré par les cheveux, c'est totalement absurde. C'est totalement absurde et c'est dommage parce que bon, on s'attache au personnage, on a envie qu'ils s'en sortent tous, mais rien que le fait qu'à un moment donné, ils aient quitté l'île et qu'ils aient envie de revenir parce qu'ils le sentent dans le fond de leur cœur, plus, bon, certains, on va dire, c'est pour sauver d'autres, pour en sauver d'autres qu'ils avaient abandonnés, tu vois. Mais, mais nous faire croire que c'était leur destinée, machin, tout ça. Et quand ils reviennent sur l'île, bah c'est toujours le même cirque. C'est toujours n'importe quoi. C'est violence, mort, machin, tatati, tout ce que tu veux. Tout ça pour que ça se termine comme ça. T'as même pas des vraies explications parce que t'avais quand même, dans cette magie qu'il y a autour de l'île, t'avais une statue qui datait de l'époque des Incas ou tout ce que tu veux, toi. Une époque très lointaine où on soupçonne les extraterrestres d'être venus sur Terre, de s'être fait passer pour des divinités et avoir créé des cultes autour d'eux, tu vois. Donc de cette époque-là, quoi, on aurait pu revenir loin vers cette époque-là. Mais non, ça c'est... Ouais, il y a beaucoup à dire. Après, sans spoiler, de toute façon, qu'est-ce qu'il y a à spoiler? Je suis même pas sûr que les gens comprendraient ce que je raconterais. C'est dire. Donc c'est dommage, c'est une super série. Les 3 premières saisons sont génialissimes. La saison 4 et la saison 5, ça commence à partir en freestyle. Et la saison 6, c'est du grand n'importe quoi. On voit que épisode par épisode, ils savent pas où ils vont. Mais clairement, épisode par épisode, ça change du tout au tout d'un épisode à un autre. Qu'on voit qu'il y a des choses qui sont pas raccord, quoi. C'est pas crédible à un moment donné. Tu comprends pas, quoi. Tu comprends pas le truc, en fait. Et c'est dommage. Et à la fois, c'était tellement prévisible. Quand tu crées une histoire et que tu avant de commencer à l'écrire ou à la proposer au cinéma, si tu ne la termines pas avant, si t'as pas une fin crédible avec un climax, machin, tout ça, si t'as pas quelque chose de vraiment travaillé avant, et bah ça part en freestyle. Même J.K. Rowling avec Harry Potter, elle avait déjà la fin en tête, toi. Évidemment, elle a construit, elle s'est améliorée, elle a écrit, elle a sûrement mieux développé ses personnages, mais déjà la fin, voilà, je crois que c'était dans le train. Dans le train, elle avait toute l'histoire déjà. Voilà. Elle avait le début, la fin, tout ça, les tenants, les aboutissants. Elle a dû créer, je crois, Harry Potter, toute l'histoire, au moins l'idée. Je crois peut-être dans un train, peut-être 1 heure, 2 heures, je sais pas. Donc tu vois, je pense que c'est ça le problème de Lost. Donc à la fois je suis content d'avoir revu cette série. C'est toujours la série qui m'a le plus marqué. De toute façon, c'était le top 10 des séries qui m'avaient le plus marqué. Voilà, c'était important de le préciser. Après, est-ce que c'était important de voir la saison 6 de Lost ou pas? J'ai envie de dire oui et non. Mais je crois que déjà j'avais dû voir 2-3 épisodes. 2-3 épisodes comme ça, en coup d'œil comme ça, et j'ai dû me dire, ouais, je fais bien de pas regarder. Parce que je me rappelle quand même 2-3 trucs. Sauf vraiment de la fin, ça c'est sûr. Et c'est tellement absurde que voilà quoi.
Bon voilà, il n'y a rien de dire, il n'y a pas à en dire grand chose de plus, mais je me suis rematé totalement cette série de 6 saisons pour réparer, on va dire, une erreur. Voilà. Donc, bon, qu'est-ce que j'ai revu là? J'ai voulu voir une Son Hawk avec Bruce Willis, car je vais faire une vidéo spéciale Bruce Willis. Alors, je sais pas si ça sera ce soir à minuit. Une vidéo spéciale de mes 10 films préférés de Bruce Willis ou des 10 films qui m'ont le plus marqué. Et je voulais revoir Hudson Hawk pour confirmer un truc ou pas. Donc je vais pas trop en parler là tout de suite. Niveau des films, j'ai vu Fall Guy. J'ai vu Fall Guy il n'y a pas si longtemps que ça. Avec Gosling. C'est tellement le bordel encore Netflix, ça change pas. C'est terrible. Fall Guy. Avec... J'ai toujours pas vu la saison 2 de Fubar. Fubar. Faudrait que je la mate quand même. Alors je veux voir Fall Guy. Fall Guy c'est là. Avec Ryan Gosling et Emily Blunt. Entre autres. Alors j'ai vu ce film là qui est un film récent. De 2024. Qui est sorti au cinéma tout ça. Comment dire? Comment dire? C'est à moitié comédie, aventure, action, tout ce que tu veux. C'est un peu délirant. Bon bah ça se finit bien on va dire. Je veux dire ça se finit sur un constat positif mais c'est totalement... c'est un peu nul à chier quand même, faut le dire. Je suis mitigé entre c'est potable, c'est pas mal ou c'est nul à chier. Je suis vraiment mitigé, c'est ça qui est incroyable. Parce qu'en fait ce film là, Fall Guy, t'as des bonnes scènes d'action assez percutantes mais tellement classiques. Et à la fois c'est un film hommage aux cascadeurs et ça se respecte, tu vois. Donc oui, il y a un vrai respect là-dessus. Et je pense qu'en tant que cascadeur, quand tu vois ce film-là, je pense que tu es beaucoup plus pris par ce film-là. Et tu dois peut-être même considérer ce film-là comme un chef-d'œuvre. Là, je pense que ce film-là, ça doit être vraiment le film coup de cœur de tout le monde des cascades, parce que c'est vraiment un hommage aux cascadeurs. Voilà, les héros c'est des cascadeurs, les méchants c'est des cascadeurs. Quoique les méchants c'est des acteurs qui martyrisent les cascadeurs, le grand méchant on va dire, etc. etc. Il y a un côté, il y a un côté un peu prise au piège, manipulation, tout ça, qui se veut intéressant et à la fois, je ne cesse, je trouve que ce film-là, il y a un vrai manque de rythme. Il y a quelque chose qui va pas. Et je ne saurais dire qu'est-ce qui ne va pas dans ce film-là. À part que le sentiment que j'ai eu à la fin, c'est de me dire, bah c'est un peu naze en fait. C'est un peu naze. Voilà. Un des derniers films d'action, comédie, avec Ryan Gosling qui est un grand acteur, Emily Blunt aussi, une grande actrice. Et bah voilà, c'est un peu naze. J'ai même pas voulu mettre de notes, tu vois. J'adore Netflix. À un moment donné, je dis, je vais pas mettre de. T'as le pouce comme ça, t'as le pouce comme ça, ou t'as deux pouces comme ça. Pour dire, ah, c'est génial ici. Et bah, tu vois, j'ai même pas pu mettre de notes. J'ai pas voulu mettre le pouce négatif. J'ai pas voulu mettre les deux pouces parce que non. Et même le pouce comme ça, j'ai pas voulu le mettre en fait. J'ai pas voulu répondre, j'ai pas voulu donner mon avis. Et Netflix t'envoie, quand tu donnes pas ton avis comme ça, Netflix t'envoie un email pour dire qu'est-ce que vous avez pensé de Fall Guy. Bon, écoute, là même là, j'ai pas envie de donner mon avis. Je ne saurais dire si ce film-là c'est une purge ou si c'est un film sympa. Clairement pas un chef-d'œuvre, mais j'imagine que pour les cascadeurs, le monde de la cascade c'est peut-être un chef-d'œuvre. Ok, voilà. Je pense que c'est tout niveau film, niveau série télé, bah Lost. Et j'ai regardé la dernière saison de Squid Game. Alors Squid Game, c'est vraiment une super série, vraiment sur la psychologie humaine et tout ça. La première saison m'avait vraiment percuté, happé, tout ça. Bon, j'étais pas dans le délire film d'horreur, enfin série d'horreur, machin. Ouais, ça me plaît de voir plein de morts, c'est rigolo, c'est machin, tout ça. Je suis pas dans ce genre de délire.
ce qui m'a vraiment plu, c'est la psychologie humaine dedans. C'est le personnage principal qui était vraiment attachant et pris au piège de tout ça. J'aimais bien la fin de la saison 1 où il disait je vais vous retrouver, je vais mettre un terme à tout ça. D'où la saison 2 derrière. Et la saison 3 qui est la deuxième partie de la saison 2. Donc bon, on va dire que c'est la saison 2 complète. Et sans spoiler, je dois bien t'avouer que j'ai bien aimé la fin. Même si ça se termine comme ça, j'ai bien aimé la fin. Je trouve que ça se termine de façon judicieuse, intelligente. Et c'est vrai que la psychologie dedans, elle est folle quoi. Elle est folle, même si le côté du bébé, sans en dire plus, c'était un peu pousser le bouchon un peu loin quand même. C'était pousser le bouchon un peu loin. Et à la fois, quand tu vois comment ça se termine avec ce bébé et tout ça, tu te dis waouh, ouais ok, ça rajoute vraiment du truc, de la nuance, de l'intelligence à la série finalement. Et je trouve que ça se termine très bien. Je valide la fin de cette série qui apparemment, il y aura une version américaine avec Kate Blanchett parce qu'on voit, voilà, on voit le lien, à la fin de la saison avec éventuellement une prochaine série américaine de Squid Game. Voilà, je sais, c'est assez bizarre. Je pense que Netflix va produire une version américaine avec Kate Blanchett dedans, qui va jouer les recruteuses. Les recruteuses apparemment. Donc est-ce que c'est un petit clin d'œil comme ça qui ne veut rien dire? Mais je pense pas. Je pense qu'on on prend pas Kate Blanchett, qui est une grande actrice américaine, en clin d'œil comme ça, juste pour faire un clin d'œil bizarre. Ouais, ça se passe aussi aux États-Unis, tu vois. Squid Game, ça se passe pas qu'en Corée du Sud, ça se passe aussi aux États-Unis. Non, je pense que voilà, je pense qu'ils vont nous pondre un Squid Game version américaine qui est ma foi pas intéressant. Pourquoi c'est pas intéressant? Parce que bah, c'est bon, on a déjà tout vu quoi. On a déjà tout vu avec Squid Game. Les deux, voire trois saisons de Squid Game, on a déjà tout vu, je veux dire. Ils vont traiter de la même psychologie des gens et tout ça, peut-être plus américanisé, des jeux d'enfants plus américanisés, bon. Je sais pas, je pense que ça va tourner en rond, ça va être naze. Voilà, je pense que si tu devrais voir qu'une seule série autour de Squid Game, ça serait la version originale Corée du Sud, et n'attends pas la version américaine pour essayer de voir ça, je pense que bon. Voilà, donc ouais, je suis content, j'ai bien aimé comment ça se termine. Ils m'ont pas gâché la fin avec une fin pourrie quoi. J'ai bien aimé, je valide. Ouais, je suis content. Très bonne série dans son intégrale. Donc là, on a demain la saison 2 de Mercredi qui sort demain, qui est diffusée demain. Alors j'avais adoré la première saison. Je sais pas si je vais me la remater d'ailleurs, la première saison. Voilà, parce que comme tu peux le voir, constater ici, comme tu peux le constater, j'ai 2 packs loisirs de Panini. Ça sera le prochain que je vais te proposer. Bon là, je viens tout juste de te proposer les Schtroumpfs. Et je m'étais dit que je devais attendre... je m'étais dit d'attendre au moins une semaine et demie, voire un peu plus de semaines et demie entre chaque vidéo de Panini, tu vois. De Panini, soit les 3 vidéos par thème, ou soit d'un thème à un autre. Donc là, j'ai fait les Schtroumpfs dimanche dernier. Je me dis là, si je te propose jeudi soir un nouveau Panini, même si c'en est un autre. C'est dommage, mais ça tombait pile poil quasiment avec la saison 2 de Mercredi. Et ce Panini, c'est la saison 1 de Mercredi. Mais je vais quand même te le proposer dimanche. J'ai envie de le faire, toi. J'ai envie de le faire pour me replonger finalement dans Mercredi. Donc je vais sûrement l'enregistrer demain. Ah non, peut-être pas demain. Bah jeudi. Jeudi, est-ce que je dois pas attendre de refaire le Panini? De toute façon, non, parce que je vais le faire en 3 fois. Donc le temps de redécouvrir toutes les images, les machins, tout ça. Je sais pas que j'ai pas envie de me refaire la saison 1 de Mercredi là, mais ah, il y a l'air d'avoir Steve Buscemi, dis donc. Ça, c'est un acteur que j'aimais bien, Steve Buscemi.
Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Il doit être très vieillissant, mais apparemment, dans la saison 2, il y a Steve Buscemi qu'on voit notamment dans plein de films, dont Armageddon. C'est un acteur, c'est pas un acteur qui a un premier rôle d'ailleurs. Je crois qu'il n'a jamais eu de premier rôle, mais il a toujours eu des petits seconds rôles comme ça. Et tu verrais sa tête, tu dis ah ouais, j'ai vu plein de films avec lui, ça c'est sûr et certain. Steve Buscemi, et apparemment on le voit là. Donc voilà, les panini pas closières, je vais te les proposer, je pense, à partir de dimanche. Bon, c'est pas encore sûr, mais je pense que oui, parce que je veux quand même profiter de la hype de la saison 2 pour proposer les panini, quoi. Faut faire les choses intelligemment aussi. Le plus intelligent serait de proposer à jeudi, mais il faut laisser le temps aux gens de voir la série, le week-end, tout ça pour proposer. Donc je pense que dimanche soir, ouais, c'est lui, c'est bien Steve Buscemi, ouais, c'est bien lui. Et ouais, donc ça sera dimanche soir. Et apparemment cette saison 2 est découpée en deux parties. Et la deuxième partie de cette saison 2, ça sera pour septembre, le 3 septembre. Donc ça devrait tomber, je pense que la troisième partie de la vidéo Panini, ça c'est compliqué, je m'embrouille. La troisième partie de ma vidéo de Panini, parce que je l'ai fait en trois parties, hein, pour ceux qui s'intéressent, et ben je la proposerai aux alentours du 3 septembre. Voilà, histoire de bien calibrer tout ça, de profiter de la hype de la saison 2 de mercredi pour mes Panini mercredi. Wally, Walou. On va voir ce qui traîne en nouveau film. Alors, top 10 des séries. Alors, le top 10 des séries, en numéro 1, nous avons Péché inavouable. C'est en 18 épisodes, c'est 16+, donc c'est 16+, c'est peut-être un peu violent. Il peut y avoir des meurtres, du sang, des coups de couteau donnés, des égorgements, des trucs horribles. Mais sans trop de détails, on va dire. Des gros plans et des gros détails comme... je sais même plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Donc c'est une série de 2025, apparemment c'est premier, je ne sais pas pourquoi c'est premier cette chose. Et je vais te lire le synopsis, alors c'est mexicain. C'est une série mexicaine. Une femme sous la coupe d'un mari violent cherche le réconfort et la vengeance auprès d'un homme jeune, mais la situation dégénère et elle doit bientôt se battre pour survivre. J'ai jamais entendu parler de ce truc-là, il n'y a pas l'air d'avoir de hype autour de cette série-là mexicaine. Avec Leticia Lopez Macali et Guillermo Morelos. Voilà. 18 épisodes, bon bah écoute. C'est peut-être une... je sais pas pourquoi c'est premier. En deuxième, nous avons Une nature sauvage. Alors ça, je l'ai déjà vu, ça. Ça m'intéresserait de la regarder. Parce qu'il y a un acteur qui est pas mal là-dedans. Le personnage principal, donc Une nature sauvage. Une saison pour l'instant. 2025. Alors, il va pas mettre les noms des acteurs et tout. Oh, c'est dommage. Comment il s'appelle cet acteur-là? Ah, il y a Sam Neill aussi. Ah, il y a Sam Neill, c'est vrai. En plus, il y a Sam Neill. J'adore Sam Neill. Énorme acteur, évidemment, Sam Neill. Je pense que Sam Neill, c'est Jurassic Park, c'est L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Sam Neill, c'est un acteur. Et la leçon de piano, c'est avec Sam Neill aussi, je crois. Énorme. Attends, je veux qu'ils mettent le nom de l'acteur principal. Avant que je te lise le synopsis. Alors, c'est quoi son nom? Il a mis les autres, il a bien mis celui-là aussi. Faut que je me mouche. Eric Bana. Alors, nature sauvage, d'accord. Quand une femme meurt après sa chute du rocher El Capitan, l'agent spécial Kyle Turner pense qu'il ne s'agit pas d'un accident et que la vérité se cache quelque part à Yosemite. Voilà. Donc Sam Neill, Eric Bana. Donc on a Une nature sauvage en deuxième position. En troisième position, on a la saison 1 de mercredi. Super série, où est-ce que je dois vraiment te lire le synopsis avec Jenna Ortega. Et on a
il met la saison 2. Il met la promo de la saison 2. Bon bah voilà. Bon, c'est bien le synopsis de la saison 1. Donc je vais te lire le synopsis. Mercredi. Quand mercredi se fait renvoyer à cause d'une farce particulièrement mordante, ses parents l'expédient à l'académie Nevermore, le pensionnat où ils sont tombés amoureux. Bon, une farce, c'est pas vraiment une farce, parce que mercredi il fait pas des farces en fait. Elle est pas là pour rigoler mercredi. Mercredi c'est le cynisme, c'est le morbide et tout ça. En fait, son frère qui se laisse faire, qui est un gamin totalement soumis, il a toujours été comme ça, il se faisait martyriser dans les films et tout ça. Donc pour se venger de son frère qui se faisait martyriser, elle se dirige vers la piscine à un moment donné, la piscine du lycée, tout ça, là où il était en train de nager ceux qui emmerdaient son frère, tout ça, et elle a balancé des piranhas dans la piscine pour qu'il se fasse bouffer le cul, quoi. Bon, c'est pas une farce, quoi. C'est pas une farce, c'est dans la... C'est juste vengeur, méchant, avec une volonté de tuer, de massacrer des gens. Je veux dire, c'est dans la psychologie de mercredi, quoi. Mercredi, c'est pas... Alors, ça fait un peu peur parce que tu te dis, ils font une série sur mercredi, ils vont tenter de la rendre gentille, machin, tout ça. Mais bon, c'est quand même Tim Burton qui est derrière. Attention, c'est quand même le grand Tim Burton qui est derrière. Alors Tim Burton, on n'aime pas ses films. Moi, j'aime bien certains films, d'autres, j'ai un peu plus de mal quand même. Batman, bah c'était un... Batman, il m'a marqué quand j'étais le voir au cinéma à 12 ans. Même pas, j'avais 11 ans. J'avais 11 ans, j'avais pas encore 12 ans pour aller voir le film. Parce que moi, j'ai 12 ans en septembre. Et quand tu passes un été à te faire chier à Rion, c'était mon cas, où on n'était pas rentré en Normandie à un moment donné, et bah j'étais là en plein après-midi, je voulais aller voir des films, mais la plupart des films étaient interdits au moins de 12 ans. Donc, et moi je disais, bah regardez, mon anniversaire c'est en septembre, toi. Donc, bon, et j'avais été voir Batman, donc on m'a autorisé à aller voir Batman. J'étais tout seul dans le cinéma, et quand je dis tout seul, j'étais tout seul dans le cinéma. Et j'ai découvert Batman de Tim Burton, le tout premier, un été comme ça, à 11 ans. Et ça m'avait marqué, quoi. Le logo débuté quand ça, ça suit le logo de Batman en zoom, tout ça. Tout m'avait marqué dans ce film-là. Incroyable. S'il y a des trucs comme ça qui marquent, et Tim Burton, oui, il a fait des très très bons films aussi. Donc. Après, il a fait des CD, c'est un peu particulier, des fois, c'est... Donc, quand tu connais Tim Burton, les films qu'il fait, tu peux te rassurer que mercredi, saison 1, c'est dans le ton de Tim Burton. J'espère que sur la saison 2, ils vont pas tenter de la rendre gentille parce que je pense que Netflix derrière pousse pour essayer de rendre gentil le personnage de mercredi, tu vois. Mais non, je pense qu'il faut pousser de l'autre côté, justement. Voilà, donc en quatrième position, on a Shameless, ça fait 11 saisons. Alors je connais de réputation cette série, mais j'ai jamais vraiment eu envie de la voir en fait. Ah, on a la distribution, enfin merci quand même de temps en temps de mettre les noms. Avec William H. Macy, bon, on l'a vu, voilà, dans quelques films des années 90-2000, bon. C'est pas un grand acteur, enfin c'est un acteur sympathique, mais il a fait des films tellement bizarres. J'ai vu des films tellement bizarres avec lui que bon. Et Amy Rossum dedans, qui a joué dans Le Jour d'après, aux côtés de Jake Gyllenhaal, dont il était amoureux de... Voilà. Je ne l'ai pas revu dans autre chose que là. Et là je l'ai pas vu. Shameless, c'est pas une série que j'ai vue. Donc cette comédie dramatique inspirée d'une série britannique suit la vie chaotique d'une fratrie dysfonctionnelle de Chicago qui se bat pour s'en sortir malgré un père alcoolique. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est qu'il y a 11 saisons et je crois que j'ai pas le courage de regarder 11 saisons de cela, quoi. Je dois pas avoir le courage. Puis c'est à moitié dramatique, donc ça va être patati patata, le père alcoolique, ça... De voir des trucs sur des alcooliques, c'est quelque chose que je trouve un peu malaisant, en fait. Je trouve ça un peu malaisant. Je pense, je trouve ça malaisant. Donc je pense que je la regarderai
jamais cette série. Bon, à part si tu me conseilles vraiment cette série absolument. Si on t'adorait, pourquoi pas. Donc en cinquième position, on a Market. Normalement ça se dit Market. À la recherche, donc c'est une série en 6 épisodes. À la recherche de fonds pour l'opération qui sauvera sa fille, Babalois. Ouais, c'est ça, Babalois. Une ex-flic dévote se tourne vers un sauveur impie pour qu'il l'aide à organiser un chaos audacieux. Putain, soit c'est moi qui sais pas lire. Ça, j'ai de la merde dans les yeux. Je recommence. À la recherche de fonds pour l'opération qui sauvera sa fille, Babalois, une ex-flic dévote, se tourne vers un sauveur impie pour qu'il l'aide à organiser un casse audacieux. Alors dévote, je sais pas ce que ça veut dire. Dévote. Alexa, que veut dire le mot dévote? Dévote est une forme du mot dévot, nom masculin et adjectif, qui signifie très attaché aux pratiques religieuses. Alors dévote apparemment selon Alexa, c'est être très attaché aux convictions religieuses. Dévot, ouais c'est vrai. La dévote, bah oui c'est au féminin. Une ex-flic dévote, c'est une ex-flic qui est très attachée aux convictions religieuses. Oui, c'est vrai que je n'ai tellement pas l'habitude de voir ce mot. Donc se tourne vers un sauveur impie, donc qui lui n'est pas attaché aux convictions religieuses, impie, pour qu'il l'aide à organiser un casse audacieux. Ok, pourquoi pas. C'est quoi l'origine du film? Sud-africain, d'accord. Ok, en numéro 6, on a Les Lettres du passé. Mini-série de 2025. Après avoir découvert un secret longtemps enfoui sur son passé, une jeune femme doit retrouver les auteurs d'une série de lettres pour mettre au jour toute la vérité. Pourquoi pas? Série dramatique turque. C'est une série turque. Alors, on a vraiment pour toutes les... on a Mexique, turc comme la dernière fois. C'est pareil, hein, t'as tous les pays. Hein. Alors, en 7ème position, on a Soleil Noir. En 6 épisodes de 2025. Donc ça a l'air... Déjà c'est flou. Je sais pas pourquoi c'est pixelisé. Merci pour l'image pixelisée les amis. Fuyant un passé trouble, une jeune mère se retrouve accusée du meurtre de son nouveau patron sur un domaine floricole et découvre qu'il était en réalité son père. C'est une série française parce que je vois Isabelle Adjani, Avabaya, Guillaume Guix, j'adore ce nom, Guix, je connais pas du tout Guillaume Guix, j'aime bien son nom. Ok, série dramatique, hein. Les drames français, j'adore. Drames français. Donc en 8ème position, on a Squid Game, la 3ème. On a Squid Game, la dernière saison. Voilà, j'en ai parlé. Rien à dire de plus. En 9ème position, on a l'air d'avoir une série sud-coréenne. Alors peut-être je vois tout de suite. Puis ouais, c'est sud-coréen. Donc une mini-série sud-coréenne de 2025, La Voix du droit. Une jeune avocate dotée d'un sens aigu de la justice rejoint un cabinet de premier plan pour tracer sa voie dans un... Oh putain, je sais pas. Je sais plus lire, c'est dingue. Je suis avachi en plus de fou. Une jeune avocate dotée d'un sens aigu de la justice rejoint un cabinet de premier plan pour tracer sa voie dans un monde complexe, sous la houlette d'un mentor, froid, exigeant, d'un mentor, pas d'un menteur, d'un mentor, froid et exigeant. Ça reste classique, c'est 16+. Alors je comprends pas le 16+. T'as l'impression qu'il va se passer des trucs horribles, 16+. C'est un truc d'avocat, ils mettent 16+. Peut-être que, bon, je sais pas. Là, on a 18+. Pour le dernier, le top 10, qui clôture le top 10. Et c'est toujours flou, merci de mettre des images floues.
saison, on a Sandman. Sandman. Comme c'est flou. C'est une série US. Le nom des acteurs je connais pas. Après des années d'emprisonnement, le Seigneur des Rêves commence son périple à travers les mondes pour retrouver ce qu'on lui a volé et récupérer son pouvoir. Okay. Voilà, voilà, ça c'était pour les séries. Moi je suis déjà à 40 minutes. Je vais pas faire Prime parce que Prime de toute façon c'est naze. Ça m'a saoulé Prime. Ça me saoule tellement Prime que j'ai même pas envie d'y retourner. Bon, je vais faire le top 10 des films. Alors, on a en première position dans le top 10 des films Netflix, on a My Oxford Year. My Oxford Year. C'est avec l'actrice là qui joue dans pas mal de petits feuilletons que j'ai vu, Sophia Carson, ouais c'est ça. J'ai vu pas mal de films intéressants avec elle, des petits films Netflix tout rigolo, enfin tout sympathique. Mais j'en avais parlé dans les bavardages précédents, donc je vais pas en reparler là, même si ça m'a... Les noms, ça m'a... C'est parti en... Mais je me rappelle avoir passé de bons moments dans les deux derniers films que j'ai vus avec elle sur Netflix. Donc, le synopsis. Une américaine ambitieuse réalise son rêve en intégrant Oxford jusqu'à ce qu'elle craque pour un séduisant britannique dont le secret pourrait chambouler son avenir tout tracé. Ça a l'air d'être classique, hein, quand même, comédie romantique drame. Donc voilà. Mais c'est vrai que tu finis toujours pas t'attacher finalement à ces acteurs que tu vois comme ça dans les petites. Je l'ai vu dans une comédie, enfin dans un drame et dans une comédie romantique la dernière fois là. Tiens, où elle hérite pas elle hérite d'une lettre ou je sais pas quoi. Non, elle a pas son héritage. Elle a pas le droit à son héritage parce qu'elle doit. Sa mère qui est décédée lui a laissé une lettre d'une liste qu'elle doit faire quoi. Une fameuse liste. Qu'est-ce que je rêve de une liste de rêves en fait. Une liste de rêves dans la vie rêve. Ah merde. C'est une liste des choses, des petites choses qui pour toi sont indispensables à faire dans la vie en gros. C'est genre monter l'Everest, genre gagner au loto, des trucs comme ça quoi. Et sa mère qui décède donc donne l'héritage aux autres enfants sauf à elle qui est sa fille préférée. Mais elle veut que elle lui a laissé une lettre et avant d'avoir son héritage elle doit cocher toutes les cases de cette lettre, de réaliser tous ses rêves en fait. Voilà. Et ce film là j'ai trouvé vraiment sympathique, sans prétention, pas exceptionnel non plus, c'est pas le chef d'œuvre du siècle, mais il m'a laissé un bon souvenir avec elle, cette actrice là, Sophia Carson. Et c'est vrai que My Oxford Year, ça pourrait m'intéresser, rien que pour cette actrice là qui m'a bien marqué quand même. Bon, en deuxième position du top 10 des films d'aujourd'hui, on a un dessin animé apparemment. Un animé numérique, totalement numérique, sur la K-pop apparemment. Alors K-pop Demon Hunters. Quand elles ne remplissent pas les stades, Rumi, Mira et Zoé, superstars de la K-pop, donc de la pop coréenne, sud-coréenne, utilisent leur pouvoir secret pour protéger leurs fans de menaces surnaturelles. Ok, bah pour les gamins non. Non, ça n'a pas l'air de... Ça m'intéresse pas, quand même un petit peu beaucoup. Je préfère retourner sur des vrais dessins animés au crayon, toi les Ghibli, tout ça, c'était beau ça. C'était des beaux dessins animés quoi. Ou les vieux Disney, tu vois. En troisième position, on a Ducobu 3. Alors Ducobu, j'ai rien vu de Ducobu. Ducobu se promet d'être sage cette année jusqu'à ce qu'il se rende compte que ses frasques pourraient sauver son école et qu'un rival menace son titre de roi des tricheurs. Alors j'aime bien Elise Moon, mais les films comiques français aujourd'hui, surtout c'est tiré d'une BD je crois, non c'est ça. J'ai jamais eu envie de le voir et j'ai pas forcément plus envie de le voir aujourd'hui.
l'intégrale des Ducobu, parce que là, je vois en 4e position l'élève Ducobu. Donc, ça doit être le premier. Ça va, c'est ça, c'est le premier, parce qu'en 5e position, on a les vacances de Ducobu. Donc là, on a les 3 Ducobu. Donc le premier Ducobu, ce n'est pas parce qu'il a changé d'école que Ducobu, le feignant, va arrêter de tricher. Mais pendant combien de temps parviendra-t-il à berner son instituteur crispé? Ok. C'est peut-être le 2 en fait. Et les vacances de Ducobu, c'est quoi ce premier? Enfin les vacances, alors qu'il se réjouit à l'idée de se la couler douce, Ducobu va voir ses plans compromis par toute une série d'événements imprévus. Alors, pour ma défense, quand je lis les synopsis avec la bande-annonce derrière, quand c'est trop clair à un moment donné par rapport au blanc, tu vois, et bah ça, on est du loop des mots. Voilà, c'est pour ma défense. Oui, je sais, je lis des fois comme une merde, mais là, quand même. Donc, est-ce que vous me conseillez de regarder l'intégrale des Ducobu, ou sinon, non, parce que j'ai peut-être autre chose à voir. Demain, il y a mercredi, saison 2. Enfin, la première partie de la saison 2. Ok, en 6ème position, on a The Fall Guy. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc voilà. En 7ème position, on a Petite Main. Ça a l'air d'être français. Petite Main. Dans un luxueux hôtel, tu vois. Là, il y a la bande-annonce qui m'empêche de regarder. De lire. Dans un luxueux hôtel, une jeune femme de chambre rejoint une équipe de travailleuses acharnées et se rallie à leur combat pour de meilleures conditions de travail. Oh là là, ça a l'air encore, ça a l'air encore un truc social pourri là. Il y a une actrice là. Ah non, je croyais connaître, mais non. Ah bah c'est pas l'actrice qui fait la série sur France 3 là, il y a une série comme ça. Alors je te donne les noms, peut-être que tu vas. Lucie Charles Alfred. Corinne Mazero, ah c'est ça, c'est Corinne Mazero là, celle qui est dans la série sur France 3 qui a eu du succès là. Marie-Sona Condé, bon voilà. Comédie française. Ouais, les séries sociales à 2 balles françaises, j'en ras le cul franchement. Pour ceux que ça intéresse, hein, faites ce que vous voulez. Je préfère regarder du Cobu à la rigueur. En 8ème position, bah ça je l'ai vu, Le Voyage du Docteur Dolittle. Alors j'ai bien aimé ce film là avec Robert Downey Jr. Antonio Banderas, je me rappelle pas. Antonio Banderas, il doit jouer, il doit doubler à mon avis il doit doubler un des animaux. Des animaux qui parlent. Et Michael Sheen, donc voilà, donc c'est un gars qui parle aux animaux, qui vit reclus parce qu'il a perdu la femme de sa vie. Et je sais plus pourquoi on lui demande de l'aide. Et il repart à l'aventure et finalement il revient sur les traces de sa femme qui a disparu, tout ça. Donc c'est un film que j'ai trouvé touchant sur ce personnage finalement qui est un peu brisé et qui va retrouver goût à la vie d'une certaine manière. J'ai trouvé ce film assez touchant, un film d'aventure vraiment sympa. Je l'ai vu qu'une fois, à la télé d'ailleurs. Quoique non, pas à la télé, j'ai dû le voir sur Prime il y a longtemps, ou sur je sais pas où d'ailleurs. C'est un film intéressant, un film pour famille, film jeunesse et famille. Bon. Le synopsis. Lorsque la reine Victoria tombe malade, le solitaire docteur Dolittle, son jeune apprenti et ses fidèles animaux embarquent pour un voyage épique en quête d'un remède magique. Voilà, donc c'est pour sauver, c'est vrai, la reine Victoria. Donc il n'a pas trop le choix, mais je sais que... Voilà quoi. En 9ème position, c'est un film que j'ai vu, que j'avais bien aimé aussi. Ah ouais, un thriller vraiment sympa. C'est Flight Plan avec Jodie Foster. De 2005, ouais, c'est vrai que c'est un vieux film quand même. Enfin, vieux. Il y a 20 ans, ça ne nous rajeunit pas. Jodie Foster, on a Peter Sarsgaard. Bah, Peter Sarsgaard, ça doit être le frère de Stellan Sarsgaard. Ah non, c'est Skarsgård. Attention, il y a Skarsgård et Sarsgaard.
Ah, il y a Sean Bean. Il y a Sean Bean dedans. Euh, c'est un trick thriller. Donc je te lis le synopsis. Une ingénieure endeuillée panique lorsque sa fille disparaît en plein vol transatlantique. Mais l'équipage n'est pas convaincu que l'enfant se trouvait d'abord. Ah ouais, c'est vrai que c'est angoissant. Attention, c'est un film très très angoissant, surtout pour les mères de famille qui sait. Ne pas regarder si t'as une fille de cet âge-là, parce que là, je peux te dire, tu vis vraiment l'angoisse et c'est vraiment très psychologique. C'est un film très psychologique aussi. Hein. Donc, c'est un film psychologique, mais c'est un film intéressant. Très bon film, Flight Plan. Je sais pas pourquoi il se retrouve dans le top 10 là. Les gens ont l'air de. Je sais pas. En 10e position, on a un dessin animé. Crypto et les super animaux. Lorsqu'un méchant cochon d'Inde capture Superman, le fidèle labrador du héros recrute une équipe d'animaux extraordinaires dans un refuge pour sauver la situation. Ok, on voit quand même qu'il y a des gamins qui n'ont rien à foutre cet été et qui regardent ça. Enfin, les parents les mettent devant la télé pour regarder. Que dire de plus? Je vais pas aller sur Prime. Si je vais sur Prime, ça va m'énerver. Bon, on va aller sur Prime. Il n'y a qu'un top 10. Non, ah non, c'est vrai, Prime ont mis un top 10 des films les plus achetés, des films payants les plus achetés. Hein. Franchement, je te jure, ils vont me saouler, hein, Prime. Je reclique dessus, mais heureusement que moi je m'en sers maintenant. Prime, c'est vraiment pour le service de livraison gratuit. Hein. Alors, top 10 en France. En premier, on a l'été où je suis devenue jolie. C'est pas nouveau ça. Ah ça, il y a un nouvel épisode. Ah, saison 3, oui d'accord. Bientôt adulte, Belly se retrouve à la croisée des chemins et doit choisir à quel frère donner son cœur. L'été ne sera plus jamais pareil, 3 petits points. Je clique plus, j'en ai marre de cliquer. Ils ont qu'à mettre le truc en entier. En deuxième position, on a La Guerre des Mondes. Alors La Guerre des Mondes, bah on a... Ah, il y a une série La Guerre des Mondes, ça peut être pas mal ça. On a un vieux film La Guerre des Mondes et on a le film de Steven Spielberg avec Tom Cruise. Beaucoup plus récent, quoique ça commence à dater quand même. Peut-être 2010, 2012 par là, je sais plus. Et là apparemment on a une... Ah non, c'est un film. C'est un film, mais bizarrement on dirait que c'est l'après-guerre des mondes. Une invasion gargantuesque approche dans cette nouvelle interprétation du légendaire roman homonyme, devenu un classique de la science-fiction. C'est bizarre. Avec Ice Cube vieillissant. Ah, je vais voir ce qu'il y a d'autre comme acteur. Putain, mais vas-y, mets-moi les noms. Qu'est-ce qu'ils sont casse-couilles. Hein. Oh là là, pour aller vraiment avoir les informations, faut Eva Longoria dedans aussi. Ouais, bah ça m'intéresse pas en fait. Je préfère rester sur le film de Spielberg. En troisième position, on a Bride Hard, le jour où de dangereux criminels interrompent le mariage de sa meilleure amie. Rebel Wilson va montrer aux perturbateurs qu'il n'y a rien de plus redoutable qu'une demoiselle d'honneur. D'accord. Donc dedans, on a deux actrices, je les ai reconnues tout de suite. On a deux actrices de Perfect Pitch là, Pitch Perfect, la trilogie Pitch Perfect pour ceux qui connaissent. Je vois deux actrices et je me demande s'il n'y a pas d'autres actrices. Je me demande si c'est pas lié à cette série. Putain, mais mets-moi les noms, il me met même pas les noms. Rien à branler là. Là je te mets que dalle. Que dalle. Là c'est que dalle. Mais tout de suite je reconnais deux actrices. Et par rapport à l'affiche, il y a peut-être un lien, peut-être pas. Peut-être que si. En tout cas, les deux actrices qu'on voit dans la bande-annonce, deux actrices principales, c'est des actrices principales de la série, la trilogie Pitch Perfect. Donc peut-être que c'est un lien. Peut-être que c'est une... Ok, en quatrième position, on a Ballard. Ballard.
Saison 1, donc c'est une série. Le lieutenant René Ballard se retrouve plongé dans un univers où se mêlent meurtre et corruption lorsque, traquant un tueur en série, elle découvre une sinistre conspiration policière menaçant tout ce qu'elle trois petits points, tout ce qu'elle représente. Putain, je lis vraiment comme une merde aujourd'hui, mais j'ai pas envie de relire, ça me saoule. Ça m'intéresse pas. En 5e position, on a eu un grand succès au cinéma ces derniers temps. Ce film qui a subi un bashing quoi, de fou. C'est Madame Web avec Sydney Sweeney, on en parle en ce moment. Les gens n'aiment pas sa publicité apparemment. Sydney Sweeney dedans. Sydney Sweeney qui est une actrice en devenir qu'on voit dans plein de petites. Moi je la connaissais avant qu'elle commence à devenir connue dans les clips de Rolling Stone, là, le clip de Rolling Stone, la publicité pour les jeans quoi. Et dedans il y a Sydney Sweeney. Évidemment, il va m'obliger à cliquer 30 fois avant d'arriver. Ouais, il y a Sydney Sweeney, Isabelle. Donc c'est Madame Web. Pendant ce temps, dans un univers parallèle, s'éloignant des classiques du genre, Madame Web raconte les origines de l'une des héroïnes les plus énigmatiques de la galaxie Marvel, Cassandra Webb, que je connais pas. Une ambulancière de Manhattan qui serait capable de voir dans le futur. Ah, pas mal. Forcée de faire face à des révélations sur son passé, elle noue une relation avec 3 jeunes femmes destinées à un avenir. 3 petits points. Pourquoi 3 petits points? Je peux pas cliquer plus, je peux pas aller plus loin. J'ai cliqué au max. Et là il me remet 3 petits points. Putain, soit vous réduisez les synopsis, soit vous mettez... Putain. Donc c'est avec Dakota Johnson, la fille de Don Johnson, et Sydney Sweeney, entre autres. Et Dakota Johnson, c'est celle qui a joué dans les films 50 nuances degrés. Là. Voilà, c'est tout. Je reviens en arrière. En 6e position, on a Gunner. Un nouvel épisode mercredi, donc c'est une saison. Compte à rebours. Donc on a Gunner et on a un titre en français là, Compte à rebours. Une unité fédérale issue des forces de l'ordre se lance dans une course contre la montre pour sauver une fille de plusieurs millions d'habitants. D'accord, cet acteur, c'est pas l'acteur qui a joué dans... Ah non, je connais pas du tout. Ah, on a Morgan Freeman très vieillissant dedans. On a Luke Hemsworth. Ça va être le frère de... Comment il s'appelle? Hemsworth, l'autre. Mike, non. Michael Hemsworth, non. De Thor. De Thor, là. Ah, c'est quoi? C'est Hemsworth Ah, je sais plus. Putain, je commence à avoir faim. Ah non, attends, j'ai fait une confusion. Bon, attends, il a mélangé, là. Non, attends, je reprends les trucs. En 6e position, on a Gunner. Lee Gunner, vétéran de guerre, part camper avec ses 2 filles et leur oncle pour renouer avec eux. Voilà, là c'est avec Morgan Freeman vieillissant. Maintenant, je vais sur la fiche que j'ai vue. Là, il m'a fait un mélange. Là, on a Compte à rebours, c'est pour ça. Countdown, Compte à rebours. C'est une série. L'autre, c'était pas une série, c'était un film. Gunner, c'était un film. Là, on a une série, c'est Compte à rebours. Je te l'ai lu tout à l'heure. Une unité fédérale issue des forces de l'ordre se lance dans une course contre la montre pour sauver la fille. Ok. Et c'est bien, je pense, avec l'acteur auquel je pense. Bordel de merde. Là, il me fait des mélanges bizarres. Jonathan Brown. Donc me revoilà, j'avais une envie pressante. Donc oui, c'est bien l'acteur auquel... Parce que je sais pas, il m'a fait un mélange encore une fois là. Il fait chier Prime. Donc c'est bien l'acteur que j'ai vu là sur la fiche et la photo là. C'est Jensen Ackles, qui est un des acteurs de Supernatural, la série fantastique démons, sur les démons, les machins, tout ça, qui était intéressant. Les premières saisons étaient intéressantes, après c'est très poussif et c'est un peu feignant en effets spéciaux, tout ça. À un moment donné, j'ai fait stop quoi. Ça c'est Compte à rebours.
L'histoire, faut voir, ça me fait chier Prime de toute façon. Mais bon, si toi t'es intéressé. En huitième, Nous les menteurs. Saison 1. Un an après un mystérieux accident qui leur a amené Cadence, 17 ans, retourne à Beechwood, une île au large de Martha's Vineyard, en quête de réponse. Mais quand les 3 générations de l'illustre... 3 petits points. Putain. Non, j'ai pas envie de cliquer. Je suis désolé, j'ai pas envie de cliquer. De toute façon, ça a l'air nul à chier. En 9ème position, on a Heads of States. Le Premier ministre britannique et le président américain doivent oublier leur rivalité et collaborer pour déjouer un complot et sauver le monde. Donc c'est un film. Dedans, dans ce film, on a Idriss Elba. Déjà, je le vois, je le reconnais tout de suite. On a Idriss Elba, on a John Cena, Idriss Elba, Priyanka Chopra Jonas, Carla Gugino, Jack Quaid, Stephen Root, Sarah Niels et Patty Considine. Bon, je connais pas tout le monde, mais les 4 premiers je connais. John Cena, Idriss Elba, Priyanka Chopra Jonas et Carla Gugino je connais. Stephen Root, est-ce que ça serait pas Jack Quaid? Bah, Jack Quaid je connais aussi. Attends, est-ce que je confonds pas avec un personnage qui s'appelle Jack Quaid? J'ai une teuté là en tête. C'est peut-être lui. Voilà. Attends, il reste un 10ème position. Attention, on a un chef-d'œuvre. Alors je vais essayer de dire ça, c'est Jal. Jal Opération Portugal 2, La vie de château. Hakim alias Joachim, notre policier maladroit et gaffeur. Ah, c'est une suite, bah oui, 2. Et de retour, il doit déjouer les plans d'un promoteur véreux, le comte de Neuville. Avec ses amis, il infecte le château du comte, mais doit en plus préparer son mariage. 3 petits points. Ils ont même pas mis le E de mariage, quoi. Bon, bah voilà. Ah bah dis donc, c'est super. Ça va les coups nous faire chier, hein, avec tous ces pubs à la con, là. Ça me gratte l'œil. Donc bah voilà, je vais arrêter là-dessus. Je regarde à peu près ce qui se fait sur Prime. On filme et tout ça. C'est de pire en pire. Non, ils ont pas envie de retourner en arrière. À découvrir des films à la location, génial. En plus à la location. C'est même pas des films payants. Alors The Mask, il est passé il y a pas longtemps, je crois. Enfin, il y a pas longtemps, il y a quelques mois. Souviens-toi l'été dernier 2. Il est passé il y a quelques semaines parce que j'ai parlé du premier, suivi du deuxième. Là, ils nous mettent des trucs payants, c'est génial. Des trucs payants qui passent à la télé en ce moment. The Beekeeper, il est passé à la télé, je l'ai eu découvert sur Prime, c'était pas mal ça. Blowout. Ah, t'as des vieux films. Hackers. Hackers, c'était sympa ça. Un film sans prétention, les pirates du cyberspace avec comment ça s'appelle, Angelina Jolie. Angelina Jolie très très jeune. Elle était très très jeune maintenant. Elle devait avoir 18 ans, 19 ans, enfin elle était vachement jeune. Ils peuvent forcer n'importe quel code et pénétrer dans n'importe quel système. Ils sont souvent encore adolescents et déjà mis sous surveillance par les autorités. Ce sont des hackers. Zero Cool, Ted Murphy et une légende parmi ses pairs. Ils mettent drame suspense. Ouais, c'était sympathique. Un film de 95. Ah ouais, 95 quand même. Bah oui, Angelina Jolie jeune, 95, oui. Avec Johnny Lee Miller et Jess Bradford. Et bah écoute, ça c'est pas mal. Ça c'est peut-être un truc à revoir. Je l'avais en DVD, je l'avais acheté en DVD ça à un moment donné. Je le possédais en DVD. Hackers. Je le voyais pas aussi vieux. 95 quand même. Mais j'ai dû le découvrir plus tard. Puisque je l'ai découvert en DVD, j'ai dû le découvrir début des années 2000. Alors, ouais, bon, qu'est-ce qu'on a? L'Armée des Ténèbres, voilà, Piranha 2, Massacre à la tronçonneuse 2, Army of Darkness, bah c'est la même chose que l'Armée des Ténèbres. Ils se foutent de ma gueule ou quoi? On a l'Armée des Ténèbres, Evil Dead 3, l'Armée des Ténèbres, d'un côté, et 4 fiches plus loin, on a Army of Darkness, le titre en anglais de l'Armée des Ténèbres. Mais c'est le même film.
c'est le même film. Il dure 1h27 là, ah non. 1h36, 93. Et là, 1h25, 93. Il y a peut-être. Ah oui, il y a une version longue avec des trucs en plus. Ah ouais, d'accord. Oui, c'est vrai qu'il y avait une version longue. Je crois en DVD. Il y avait des trucs en plus. Il y avait plusieurs fins aussi. Il y avait des fins différentes. Ouais, bon, voilà quoi. Ah, des films d'horreur. J'en ai marre des films d'horreur. Stop aux films d'horreur. Je boycotte les films d'horreur, j'en ai le cul. Je boycotte les films d'horreur et les game keycards. Intuition, c'était pas mal ça. Avec Kate Blanchett, justement, j'en ai parlé. Kate Blanchett, la prophétie des ombres aussi, c'était bien, mais j'en ai déjà parlé dans un bavardage sur le canapé. Il y a quand même des trucs, voilà. C'est des vieux films qui passent constamment à la télé, quoi. Enfin, peut-être pas certains, mais certains c'est des très vieux films. Ouais, ils nous passent le remake de Conan le barbare. Enfin, Conan, tout simplement. Qu'est-ce que c'était pourri ça. Vu que moi et mon frère on était fans de Conan le barbare de John Milius, on a été le voir au cinéma, ce film-là. Putain, qu'est-ce que c'était naze. Oh, c'était tellement naze que j'ai même pas envie de le... J'ai même pas envie de regarder ça. C'est une honte. C'est avec Jason Momoa, avant qu'il soit connu d'ailleurs. 2011. Mais qu'est-ce que c'est pourri. Qu'est-ce que c'était pourri. C'est une insulte à... C'est une insulte déjà au livre Conan le barbare. Au livre de Conan et au film de John Milius. Voilà. Voilà, Rush Hour, j'aime bien Rush Hour. La trilogie Rush Hour, j'aime bien. Quoique le 3 était pas terrible. Et là, il y a le 3, Rush Hour 3. Le 1 et le 2, Rush Hour. Génialissime. Franchement, trop drôle et tout ça. Et le 3, patatras. Le 3, c'est patatras. L'humour se perd, on sait pas trop. Ça se passe à Paris, c'est vrai en plus. Ça se passe à Paris, c'est naze. Alors que le 1 et le 2, ils étaient génialissimes. Mais bon, qu'est-ce que tu veux. Il y a un truc qui a du mal se passer, je pense. 24 heures limite, que j'ai pas vu ça. Je sais pas. Ok, je regarde. Il y a vraiment des vieux titres hein, quand même. Ouais, il y a peut-être des trucs sympas. Source code, ouais, j'ai dû déjà en parler, je pense. Avec Jake Gyllenhaal. Fight Club. Oh, Fight Club, c'est un chef-d'œuvre absolu. C'est un film, mais j'ai pas envie d'en parler comme ça à 5 minutes dans un. Je pense que Fight Club, je l'ai pas mis dans mon top 20, c'est vrai. Mais si je devais faire un top 10 des films les plus dérangeants et à la fois les plus marquants, je pense qu'il serait un film peut-être percutant. Je l'ai pourtant, et c'est vrai que je l'ai pas mis dans mon top 10. Mon top 20 d'ailleurs, j'ai fait un top 20. Mais Fight Club, je pense qu'ici je devais faire des top 10 de Brad Pitt, d'Edward Norton, d'autres top 10, il serait dedans largement. Mais je me le garde pour... j'ai pas envie de blablater. C'est un film très psychologique qui a besoin de... T'as besoin d'en parler une demi-heure de film. Donc je vais pas en parler 5 minutes. French Kiss, ouais, je me rappelle plus trop ça. Je dois l'avoir en DVD qui traîne. French Kiss. Voilà, bon bah écoute. On a les Indiana Jones, voilà. Le retour des 7 mercenaires, c'est vrai qu'il y avait une suite aux 7 mercenaires avec Yul Brynner. Mais je crois que c'était pas terrible, j'avais dû le voir. Gamin, on l'avait pas enregistré, contrairement aux 7 mercenaires qu'on avait en VHS, tu vois. D'ailleurs, on n'avait pas le début, je crois. On n'avait pas le début des 7 mercenaires. C'est pour ça que j'étais surpris quand je revoyais les 7 mercenaires. Film de soit je sais plus quand date le premier. Mais le deuxième, là, le retour des 7, c'est de 1966. D'ailleurs, il est très très mal noté. Je pense que c'est qu'avec Yul Brynner. Parce qu'à la fin, ouais, c'est que Yul Brynner, t'as pas... Bon, ce qui est un peu normal aussi.
C'est un peu normal, mais à la fin, ceux qui survivent, on va dire à la fin du film, parmi les acteurs, il y en a 3 qui survivent. Il y en a un qui reste dans le village, et j'ai pas envie de spoiler, c'est con, c'est un film que tout le monde a vu 30 millions de fois, mais tiens, les 7 mercenaires. 1960. La musique, tout ça, c'était bien. Après, ça vieillit quand même. Faut le dire, ça a quand même vieilli. Il y a quand même un coup de... Avec Eli Wallach, c'est vrai. Qui joue le méchant, Eli Wallach. Qui joue le méchant et qui joue le truand dans Le Bon, la Brute, le truand. Et qui joue aussi dans une comédie... un de ses derniers films, ses derniers rôles, parce qu'après il est décédé, c'est Holiday. Aussi, il est très touchant dans ce film-là. Le voir vieillissant comme ça, c'était très touchant. C'était Holiday. Ouais, c'est ça, c'est Holiday. Avec Cameron Diaz, là. C'est Holiday. Comédie romantique. Steve McQueen. Yul Brynner et Steve McQueen. Donc Steve McQueen, il n'y a pas Steve McQueen. Et je pense que le fait qu'il n'y ait pas Steve McQueen, déjà... Mais il faut voir comme les acteurs. Yul Brynner. Yul Brynner. Moi je dis Brynner. Ouais, j'ai toujours dit Yul Brynner, parce que c'est Yul Brynner. C'est bizarre. Eli Wallach. Steve McQueen. Bon, je pense que Steve McQueen, même les nouvelles générations connaissent. Horst Buchholz, ça je connais pas, mais je crois que c'est le jeune celui-là. C'est le jeune justement qui finit dans le village à la fin, qui reste dans le village. On a Charles Bronson. L'énorme Charles Bronson de Il était une fois dans l'Ouest. On a Robert Vaughn, Brad Dexter, ouais, Brad Dexter, je vois la tête, ouais. Je vois qui c'est Brad Dexter. James Coburn, qui joue le gars du couteau là. C'est vrai qu'il était jeune, James Coburn. En 1960, bah, il était jeune, enfin jeune. Je pense qu'il avait la trentaine, quoi. Trentaine, quarantaine à cette époque-là, hein, comme Charles Bronson. Alors c'est vrai que bon, il y en a beaucoup qui n'ont pas survécu aux années 80. Et après c'est inconnu. Donc voilà pour ce baladage canap, hein, et on se dit à la prochaine.